Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bienvenue chez vous. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de la charmante ville de Huy. Et nous allons commencer la visite par la vieille ville, la Grand Place et sa célèbre fontaine. Ensuite, nous irons dans les bois de Solières pour une véritable chasse au trésor. Après s'être dégourdi les jambes, retour en ville pour la découverte du fort de Huy qui domine la ville et dont l'histoire, vous allez le voir, est assez mouvementée. Enfin, nous terminerons cette émission au pied du célèbre mur de Huy. Voilà le programme, il est chargé comme on les aime dans Bienvenue chez vous. Vous êtes prêts? Alors on y va. Première étape, le centre-ville. Notre guide du jour, c'est une habituée de l'exercice, Janine Richel. Janine, nous sommes sur la Grand Place de Huy avec une fontaine très particulière qui s'appelle le Bassinia. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Le Bassinia, en fait, tire son nom de ce bac en bronze ici, de ce bassin en bronze que vous voyez là, et qui a été en fait la première pièce d'ornement qui a été fabriquée pour cette fontaine en 1406. Juste au-dessus, on retrouve quoi là? Vous avez donc une tourelle qui comporte 4 statuettes qui représentent en fait les saints patrons de la ville de Huy, ainsi qu'une statuette de Sainte Catherine. Et si Sainte Catherine a les honneurs de la fontaine du Bassinia, c'est en référence au quartier de Sainte Catherine, lieu où prend sa source l'eau qui coule ici. Sur la Grand Place de Huy trône également l'hôtel de ville, qui date du XVIIIe siècle. Il a été construit à la place de l'ancienne halle au grain et est de style typiquement liégeois. Et puis, ne quittez pas la place sans lever le nez au-dessus des boutiques et restaurants qui s'y trouvent. Il reste quelques belles maisons canoniales du XVIIe siècle à admirer. Comme leur nom l'indique, elles abritaient autrefois des chanoines de la collégiale. Voilà, donc nous arrivons ici maintenant dans le vieux Huy et nous venons de passer devant l'ancienne église Saint-Mangold, donc dédiée à notre second saint patron. Cette église a été désacralisée en 1979 et est devenue un espace d'exposition géré par le Centre culturel de Huy. Janine, la ville de Huy possède encore des remparts, mais on ne se trouve pas au pied de ces remparts. Ce mur-là n'est pas le rempart de la ville de Huy. Non, donc ici nous sommes dans la rue des Frères mineurs et le mur que vous voyez ici est en fait le mur d'enceinte de l'ancien cloître des Frères mineurs qui est devenu musée communal actuellement. Et donc on peut encore déambuler dans les petites rues pavées ici à Huy? Oui, oui, tout à fait. Donc ici à Huy, c'est vraiment un lieu de promenade, je vais dire, pour les jeunes surtout, hein, vous comprenez, et que les gens aiment bien venir ici pour se rendre au musée ou même pour se déplacer d'un coin à l'autre de la ville. C'est un coin assez tranquille et sécurisé, évidemment, puisque il n'y a pas de voiture qui passe ici dans cette petite rue. Janine, on est passé de l'autre côté du mur. On est dans le cloître des Frères mineurs ici alors. Oui, donc ceci est l'ancien cloître des Frères mineurs qui avait été construit déjà au début du XIIIe siècle, mais qui a été totalement refait au XVIIe, et comme vous voyez, donc dans ce style très typique pour la période qui est donc le style Renaissance mosane. Hein. Tout ceci était le cloître, alors que cette partie-là où vous voyez 1923 est donc la partie qui était l'ancienne église donc, du cloître, qui a été maintenant totalement transformée en salle d'exposition.
L'ancien couvent abrite quant à lui le musée communal de la ville de Huy, un musée totalement gratuit. Allez, avant d'aller chasser le trésor dans les bois, on s'arrête un instant sur un des bâtiments majeurs de Huy, la collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien. Si vous y arrivez par l'arrière, vous allez découvrir un sublime portail du XIVe siècle. C'est le portail que nous appelons le portail de Bethléem, qui raconte, en fait, c'est une sculpture qui date de 1340 et qui raconte toute l'histoire autour de la naissance de Jésus. La sculpture est attribuée à Jean Pépin de Huy, qui était un sculpteur à l'époque très connu, même en France. Rendez-vous maintenant à quelques kilomètres en amont de Huy, à l'écomusée de Benahin. Les lieux abritent un espace dédié au paysage et à l'histoire locale. Je vous l'avais promis, c'est maintenant l'heure de la chasse au trésor. Et pour cela, je suis en compagnie de Virginie Cariquez, la responsable de l'écomusée, ici juste derrière nous. C'est vous qui allez nous guider dans cette chasse au trésor. Quel est le but de cette chasse au trésor ? Alors le but, c'était d'offrir aux familles l'opportunité d'aller en forêt avec un but qui donnait vraiment envie aux enfants, parfois plus jeunes, qui sont parfois un petit peu réticents à l'idée de marcher. Et donc ici, on a eu l'idée tout simplement de proposer une animation chasse au trésor en toute autonomie. Donc les familles peuvent venir quand elles veulent et retirer cette petite brochure dans le coffre qui se situe à l'extérieur de l'écomusée pour pouvoir démarrer leur balade. Comment ça fonctionne? Expliquez-nous. Alors c'est très simple, donc vous venez chercher votre brochure et à partir de là, vous allez être entièrement guidé par d'abord cette petite légende qui nous met en situation. Donc il y a vraiment un parcours avec des questions qui est destiné plutôt aux enfants de 6 à 12 ans, on va dire, accompagné d'un adulte quand même. Et puis nous avons aussi une petite activité plus liée alors pour des plus petits. Avec une pierre magique qu'il va falloir fabriquer pour endormir le diable. Virginie, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette vallée de la Solière? Alors, la vallée de la Solière, elle est très particulière, surtout pour sa grande richesse biologique. C'est-à-dire qu'on a vraiment toute une série de milieux, que ce soit de la forêt, des milieux ouverts, d'anciennes carrières qui sont recolonisées, et qui vont attirer une faune et une flore vraiment très diversifiées. Donc il faut lever les yeux du petit carnet et regarder autour de soi. Exactement. C'est un petit peu le but de la balade. D'ailleurs, entre les questions, il y a suffisamment de temps pour avoir toute l'occasion d'admirer cet endroit qui est vraiment magnifique. Admirez avec ses yeux, mais pas avec ses doigts. Surtout, ne touchez à rien. La vallée de la Solière est une réserve intégrale. Cela signifie qu'il est interdit d'y cueillir quoi que ce soit, y compris de l'ail des ours très abondant à certains endroits. Voilà, donc ici on est en réserve intégrale, ce qui veut dire que quand un arbre tombe, eh bien, on dégage évidemment ce qui gêne le passage et les sentiers, mais le reste, on le laisse sur place, tout simplement parce que l'arbre, quand il pousse, il va pomper des éléments nutritifs dans le sol. Si on exporte l'arbre, si on l'enlève, eh bien, ces éléments sont perdus pour la forêt. En le laissant, eh bien, ça donne l'occasion à cette matière de se redécomposer et de nourrir les arbres qui viendront par la suite. Ça a un autre intérêt qui est d'attirer toute une faune d'insectes, de bactéries, de champignons qui vont décomposer cette matière morte. Et donc là, on a un enrichissement finalement de la biodiversité dans nos forêts. Voilà, donc ici, nous allons arriver sur une ancienne voie de chemin de fer vicinal. Donc dans la vallée de la Solière, autrefois, il y avait un tram qui desservait les carrières, qui desservait les quelques habitations qui se trouvaient ici et qui desservait aussi la poudrerie dont nous parlerons un petit peu plus tard. Donc c'était une vallée où on travaillait, une vallée presque industrielle. Tout à fait. Au début du XXe siècle, cet endroit était plutôt industriel et on va voir des traces de ces industries un petit peu tout le long de notre parcours. Virginie, on arrive à toute une série de questions qui concernent des grottes. Il y en a beaucoup dans cette vallée? Il y a beaucoup de zones calcaires et dans nos régions, les zones calcaires sont propices à la création de grottes
parfois des toutes petites comme celle-ci, où on ne va pas forcément retrouver grand-chose, mais parfois des grottes beaucoup plus grandes, comme par exemple le Trou-Manteau ou le Grand Abri, où on a pu, lors de fouilles, trouver des traces de la présence de l'homme préhistorique, par exemple, mais qui ont encore un intérêt aujourd'hui, puisque c'est dans des grottes un petit peu profondes qu'on va retrouver la présence de la chauve-souris. Donc certaines chauves-souris qui occupent les grottes de la vallée de la Solière pendant l'hiver sont des chauves-souris très rares, comme le petit et le grand rhinolophe. Et donc on est très content de les avoir et de pouvoir les héberger. Alors Virginie, on arrive à un moment important parce que c'est une question qui compte pour le fameux cadenas. Le chemin entre les deux prés est bordé de grands arbres appelés robiniers. Dans leurs branches poussent des boules de 1. Gui, 2. Ortie, 3. Noël. Alors j'avais dit qu'on ne donnerait pas les réponses pour que les gens puissent jouer. Enfin là, ça va quand même. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je réponds et je ne dis rien. Hein. Hop. Moi, j'ai le premier chiffre. Le parcours compte 14 questions, dont 4 comptent pour l'ouverture du cadenas. Vous l'avez compris, j'ai dû promettre de ne pas révéler le secret et de vous laisser chercher. 2 petites précautions avant de vous laisser jouer les Indiana Jones dans la vallée de la Solière. Le parcours complet n'est pas accessible aux poussettes et par temps humide, certains passages peuvent être glissants. Équipez-vous. Direction à présent le fort de Huy. Depuis 2012 et l'accident qui a endommagé le téléphérique, le seul moyen d'y accéder est une rampe piétonne. Attention, et c'est un euphémisme, ça monte un petit peu. Bernadette, bonjour. Bonjour Céline. C'est haut chez vous, hein? Il faut du courage pour monter. Hein. Alors nous sommes au fort de Huy. Alors évidemment, avant d'aller découvrir l'intérieur, il faut quand même nous faire un petit rappel historique. Le fort de Huy, il date de quelle époque? Il a été construit pourquoi? En réalité, le fort de Huy donc, a été construit entre 1818 et 1823. Il faut savoir qu'après la chute de l'Empire français, le traité de Vienne et le rattachement de nos régions aux Pays-Bas, nous étions donc rattachés aux Pays-Bas, eh bien, le royaume des Pays-Bas a décidé la construction d'une nouvelle forteresse pour s'intégrer dans la ligne de défense Mosane avec Dinan, Namur, Liège et Maastricht. Alors la première pierre du fort a été posée en 1818, le 6 avril 1818. Il a fallu 5 ans pour construire ce fort, ce qui veut dire qu'en 1823, c'est un imposant quadrilatère qui s'offre à la vue, un quadrilatère en pierre calcaire avec des côtés inégaux. Un imposant quadrilatère qui, il faut bien le reconnaître, n'a pas eu un rôle militaire très important. À sa grande époque, il a tout de même compté jusqu'à 600 hommes. En réalité, le fort de Huy est construit sur le site d'un château plus ancien qu'on appelle le Tchestia. Sa plus ancienne mention remonte à 890. De cet édifice demeure un puits profond de 90 mètres pour aller puiser l'eau directement dans la nappe phréatique. Bernadette, on arrive ici dans la période d'histoire contemporaine, si je puis dire, du fort de Huy, parce qu'il a été occupé par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Donc il faut savoir qu'on arrive donc à la période la plus douloureuse de l'histoire du fort, mais aussi la plus importante, puisque de mai 1940 jusqu'au 5 septembre 1944, le fort est transformé par les Allemands en centre de détention, gardé par la Wehrmacht, l'armée allemande, et contrôlé par la Geheimfeldpolizei, donc la police militaire secrète. Plus de 7000 prisonniers de diverses nationalités seront incarcérés au fort durant cette période, principalement des Belges, mais aussi beaucoup de Français, notamment des mineurs français grévistes arrêtés donc, au début de la guerre en 1941. Beaucoup de Belges, à peu près 30% d'otages. C'était une des catégories les mieux représentées ici au fort. On a eu quelques personnalités d'ailleurs parmi ces otages, comme Arthur Masson, par exemple, qui raconte d'ailleurs dans son ouvrage Quand dans la tourmente son incarcération ici au fort de Huy. Et quel a été le destin des prisonniers incarcérés ici? C'était quoi l'étape d'après, si je puis dire, pour eux? Alors pour la moitié des prisonniers étaient libérés, c'était principalement le cas des otages. Et pour les autres, bien évidemment, on s'en doute, le fort n'a été qu'une étape sur le chemin de la déportation. Ça a été le cas pour la plupart des communistes et des résistants.
mieux comprendre cette période douloureuse, rendez-vous dans l'espace muséal du fort. Vous pourrez y découvrir les conditions de vie des prisonniers ainsi que des panneaux didactiques sur la vie quotidienne des Hutois pendant l'occupation. Évidemment, il est totalement impossible de quitter les lieux sans avoir fait un détour par le panorama. La vue de là-haut est tout simplement à couper le souffle. On y découvre tout le méandre de la Meuse, le début de l'ASB, la vallée du Hoyoux et bien sûr la centrale nucléaire de Thiange. Ne partez pas de la vallée Mosane sans passer par le mur de Huy, une route de 1 km 300 avec un dénivelé positif de 128 mètres. Au sommet de cette ascension se termine depuis 35 ans la Flèche Wallonne. Et pour nous guider sur cette pente, un petit groupe de cyclo-amateurs emmené par Bernard. Nous, on habite ici vraiment juste à côté du mur de Huy, donc c'est pas toujours une côte qu'on va faire comme ça facilement. Bon, c'est plutôt lors d'événements ou de challenges entre amis, mais c'est vrai qu'habiter comme ça à mur de Huy, on passe souvent à côté et on le garde peut-être pour les grandes occasions. On a beaucoup de cyclistes du monde entier qui passent par chez nous et qui en profitent pour gravir le mur de Huy. Surtout au moment des classiques, au mois d'avril, on a des Américains, des Australiens, on a vraiment des gens du monde entier qui viennent ici se frotter au mur de Huy, parce que c'est toujours pareil, avec une côte, on voit ça à la télé, mais le fait de le faire en vrai, c'est complètement différent. On se retrouve au-dessus alors? On fait comme ça. Les professionnels spécialistes de la discipline l'avalent en un peu plus de 3 minutes. Les plus rapides de nos amis la grimpent, eux, en 6 minutes 15. Et quel que soit votre temps à vous, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux et participer ainsi au Chrono Challenge de la ville de Huy. Bienvenue chez vous, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas que pendant la période estivale, l'émission revient 4 fois par semaine. Le mercredi, c'est Bienvenue chez vous nature. Le jeudi, on vous emmène à Bruxelles. J'ai le plaisir de vous retrouver tous les vendredis pour les bons plans du week-end. Et le dimanche, c'est Bienvenue chez vous classique. La semaine prochaine, nous serons en Gaume. Voilà, passez un bel été. Au revoir à tous.